RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans Les Masques tombent, dans votre émission du 13h en ce mardi 22 mars. Et comme toujours, pour revoir cette interview, direction notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir Alexandra Antoine de l'association humanitaire Solimal. Vous pouvez retrouver notamment plus d'informations sur le compte Facebook Solimal France. Bonjour Alexandra, donc ravie de te recevoir. Comment vas-tu ? Bonjour Sarah, très contente d'être là et de pouvoir parler de l'Himalaya qui est cher à mon cœur. Alors justement, cette association Soliman, c'est une association humanitaire. Je te laisse la décrire un peu plus pour commencer. Donc son nom, ça veut dire Solidarité Himalaya. Et en fait, cette association, au départ, elle s'appelait Tibet Libre. Mais politiquement, c'était un peu compliqué. Elle a été fondée donc en 1988 par Danielle Heim, une Alsacienne. Suite au décès de sa fille, elle s'est tournée vers la culture bouddhiste, la philosophie bouddhiste. Et puis, de fil en aiguille, elle s'est rendue compte qu'il fallait soutenir les réfugiés tibétains. Et que les associations qui existaient n'étaient peut-être pas assez efficaces à son goût. Et donc, elle a créé l'association Tibet Libre pour aider en premier les réfugiés tibétains qui se trouvaient en Inde et au Népal, dans des camps de réfugiés ou plus librement dans la population. Et comment c'est devenu Solimal alors après ? Comment c'est passé à ce nom ? Et du coup, c'est pour des raisons politiques, parce que Tibet Libre, ça fermait un peu des portes au niveau... à cause du gouvernement chinois, puisque c'est eux qui ont envahi le Tibet en 1950 et qui ont donc provoqué l'exil de nombreux Tibétains. Et puis aussi, l'association s'est rendue compte en aidant les réfugiés tibétains qu'en fait, au Népal, notamment, il y avait des gens très pauvres, de culture bouddhiste aussi, et qui avaient peut-être encore plus besoin d'aide que certains Tibétains, parce qu'on n'aide pas tous les Tibétains. Et du coup, les actions se sont élargies aux populations du Népal, notamment des montagnes qui sont affiliées finalement aux Tibétains, dont la culture ressemble aux Tibétains, ainsi que le mode de vie. Et alors toi, personnellement, Alexandra, comment as-tu décidé de rejoindre cette association ? Pourquoi ? En fait, au départ, je voulais... faire un chantier humanitaire pour aller voir, pour me rendre utile et puis pour aller un peu aider les gens ailleurs et découvrir d'autres cultures aussi. Et j'ai toujours aimé les montagnes. Et donc, en cherchant sur Internet, je suis tombée sur un chantier organisé par l'association. C'était en 2007 et donc c'était au Népal. Et donc, c'est comme ça que je suis partie pour la première fois un mois au Népal avec l'association. Et après, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une antenne locale et que j'ai adhéré et que je me suis investie localement. Et puis, quand il y avait une personne qui était le responsable local et quand il a arrêté, j'ai repris le flambeau. Ça s'est fait petit à petit après plusieurs séjours aussi au Népal. Et puis l'évolution de la structure locale. Alors, il y a une structure locale, donc bien évidemment à Nancy, mais je tiens à préciser qu'on peut retrouver plusieurs associations Solimal en France également. Dans quelle ville alors ? Oui, alors en fait, l'antenne de Nancy est rattachée au bureau qui est à Strasbourg, où il y a 2-3 personnes qui sont salariées et qui font vraiment le boulot de l'association. Et puis, il y a des antennes locales. Donc, dans l'Est, il y en a beaucoup. Il y a Mulhouse, Reims, Besançon, Dijon. Et puis, il y a aussi Bourges. Il y a des antennes un peu plus éloignées en France. Mais les antennes les plus actives restent celles qui sont dans le Grand Est, je dirais. Et au niveau de l'ampleur de l'association, on y retrouve combien de bénévoles, de membres au sein de l'association à Nancy ? À Nancy, on est une vingtaine de bénévoles. Après, ça fluctue. Et puis, sinon, pour donner des chiffres sur l'association en tout en France, je pense qu'il y a au moins 2000 personnes qui sont...
qui sont investis. Et est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ne connaissent pas forcément l'association et qui veulent apprendre du coup ces valeurs un petit peu véhiculées et apprendre de nouvelles choses aussi au sein de Solimal? Comment ça se passe alors pour les bénévoles qui arrivent en général? Il y a tous les cas de figure dans l'association. Il y a des gens, par exemple, comme moi, qui ont commencé par voyager au Népal et puis qui après viennent s'investir localement parce que quand on va au Népal, généralement, on tombe amoureux et on a envie de les aider. Et puis, il y a des gens qui sont jamais allés au Népal et qui ont commencé, par exemple, par parrainer et puis qui après sont allés en voyage et puis qui rejoignent les bénévoles pour aider. Il y en a, c'est les amis des amis. Il y a tous les cas de figure, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de petite ou de grande participation, en fait. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Nancy, on ne fait pas énormément d'actions. L'action principale, c'est l'exposition-vente qu'on fait une fois par an. Et c'est ça qui mobilise beaucoup de bénévoles parce qu'on a besoin d'être beaucoup sur peu de jours. Mais le reste du temps, il y a peu d'événements organisés. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu un concert organisé suite par rapport au tremblement de terre où c'était avant. Enfin, on a fait quelques petites actions, mais globalement, c'est surtout l'exposition-vente qui mobilise les bénévoles. Et après, parmi les bénévoles, il y en a certains qui s'investissent davantage pour aller dans des chantiers, pour aller en voyage avec l'association. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette exposition-vente? Alors, que faites-vous pour cette exposition? Alors, à Strasbourg, ils arrivent avec du matériel, en fait, qui vient d'Inde et du Népal. De l'artisanat essentiellement, donc du thé, de l'encens, des tapis tibétains, des bols tibétains, des écharpes en pashmina, en poil de yak, enfin des choses comme ça typiques et fabriquées là-bas. Donc ça permet à la fois de soutenir les artisans locaux. Et là, ils en ont bien besoin parce qu'avec la crise du Covid, le tourisme a énormément chuté et c'était un des principaux postes de revenus au Népal. Et donc, on vend tout ça au public. L'entrée est libre, mais il y a aussi des petites animations. Et puis, il y a des gens, ils achètent pas grand-chose, mais l'ambiance est chaleureuse et sympa. On a l'impression de replonger un petit peu dans l'ambiance qui est là-bas. Et puis, c'est l'occasion d'échanger. Il y a aussi des livres, des CD pour se mettre dans l'ambiance locale. Et puis, oui, des échanges sur les gens qui sont allés là-bas, les gens qui ont envie d'y aller, sur des jeux... les jeux qu'on fait là-bas, les enfants, les parrainages. Donc c'est aussi créer du lien social au final au sein de l'association. Effectivement, également. En fait, la solidarité, elle doit exister entre nous et les Népalais, les Tibétains, mais aussi entre nous, en fait. Ici, le but, c'est de se rencontrer, d'échanger et de créer du lien, effectivement. Et quand on arrive au sein de l'association, est-ce que comment vous répartissez les tâches? Est-ce que chacun agit à chaque action que vous réalisez ou comment ça se passe pour les bénévoles au niveau de l'organisation? À Nancy, j'essaye, moi, de coordonner les bonnes volontés, c'est-à-dire que les gens peuvent proposer des ateliers ou des choses, ou Strasbourg nous suggère des choses, et puis on en discute et on voit qui peut faire quoi, en fonction de son temps, de son état de santé, parce que la population de bénévoles est quand même assez vieillissante, il ne faut pas se le cacher. Et du coup, moi, j'essaye vraiment de coordonner en fonction de ce que moi, je ne peux pas faire et que j'ai besoin qu'on m'aide à faire, et aussi de ce que les gens ont envie de faire au sein du groupe local. Alors justement, quelles sont tes fonctions, toi, au sein de l'association et au milieu de ces bénévoles? J'organise les réunions, je dis on va se réunir à telle date, comment on dispose par exemple les objets dans la salle, qu'est-ce qu'il faut améliorer par rapport à l'expo qui vient d'avoir lieu, qu'est-ce qui n'allait pas, comment on pourrait faire la prochaine fois, qu'est-ce que vous avez comme idée, etc. Et comment on fait pour devenir membre alors pour rejoindre l'association? Vous pouvez trouver sur le Facebook ou sur le site internet les coordonnées de l'antenne de Strasbourg, donc communication-solimal.org. Vous pouvez aussi trouver mon mail à moi sur le site internet, mais qui va être refait là dans un mois pour être plus attractif.
Alors, pour agir au sein de l'association, on n'est pas obligé forcément d'être membre, puisqu'on peut aussi faire des dons ou parrainer un enfant, un étudiant et d'autres choses aussi également. Je te laisse expliquer ça. C'est pareil, en fait, il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui peuvent parrainer et ne pas être membres. Il y a des gens qui peuvent être membres et ne pas parrainer. Donc, pour les gens qui sont membres, donc ça veut dire payer une cotisation annuelle de 25 € pour les personnes non imposables et de 40 € pour les personnes imposables avec la déduction fiscale de 66% comme les associations classiques. Donc, en fait, on peut très bien être bénévole et ne pas être membre. On peut être membre et ne pas être bénévole. En fait, tous les cas de figure sont possibles. Il y a beaucoup de gens, donc le principal moyen d'aider de Solimal, c'est de parrainer des enfants pour qu'ils suivent une scolarité de qualité. Parce qu'il faut savoir notamment au Népal que l'école publique est de mauvaise qualité, surtout dans les villages. Et donc le rêve des parents, c'est d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, à Katmandou en général, et des écoles donc qu'il faut payer. Et pour les réfugiés tibétains, le rêve, c'est aussi que leurs enfants aillent dans des écoles où le tibétain est encore enseigné en tant qu'écriture, que langue, ainsi que la culture bouddhiste. Et du coup, il y a des familles qui sont vraiment pauvres parce qu'il n'y a pas les deux parents qui sont présents, etc. Et donc, Solimal peut aider les plus pauvres grâce au parrainage. On peut payer donc la scolarité d'un enfant ou d'un étudiant. On peut aussi parrainer des moines ou des nonnes qui sont placés dans des monastères. Indirectement, ça aide les structures aussi à fonctionner, bien sûr. On peut parrainer des structures directement. On peut parrainer aussi des personnes âgées parce que, bien entendu, là-bas, la sécurité sociale, la retraite et tout ça, ça n'existe pas. Et je me demandais aussi par rapport à la crise sanitaire, étant donné aussi que vous agissez, donc tu parlais donc au Népal des actions là-bas. Est-ce que vous avez été contraint d'annuler certaines actions dues à la crise sanitaire ou comment ça s'est passé au sein de l'association ? Eh ben, déjà, notre exposition vente a dû être annulée l'année passée, donc c'est sûr que c'est, sachant qu'il y en a dans toutes les antennes, c'était un manque à gagner. Les voyages qui étaient prévus là-bas aussi, pour que les parrains rencontrent leurs filleuls, pour que des gens découvrent le Népal, pour faire des échanges, et ben, les voyages ont été annulés. Et du coup, là-bas, la pauvreté a augmenté, parce que, comme je l'ai déjà dit, ils vivent beaucoup du tourisme. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des actions phares que vous avez menées donc, au sein de l'association ? Tu peux nous dire de 3-4 actions dont tu te souviens vraiment des par des exemple, actions. en ce moment, une des actions qui est financée notamment par les expo-ventes, qui est en cours parce que c'est long, c'est le déplacement en fait d'un village, le village de Die dans le Haut-Mustang, parce qu'à cause du réchauffement climatique, c'est-à-dire en gros du mode de vie des Occidentaux, le réchauffement est beaucoup plus important en fait dans les montagnes. Et ils dépendent en fait des précipitations hivernales pour irriguer leur culture l'été. Et du coup, là, les précipitations baissent et ils ont plus assez d'eau pour vivre. Ils vivent à peu près vers entre 3 et 4 000 mètres. Donc, il faut descendre, il faut déplacer le village d'une 40aine de kilomètres. Il faut le descendre plus bas pour que les ressources en eau soient suffisantes. Et ça, c'est un projet énorme qui est pas que du ressort de Solimal, parce que donc nous, on a financé la reconstruction de l'école, en partie celle du dispensaire, celle d'une maison de personnes du village, mais il y a beaucoup de maisons à déplacer. Électriciens de France, par exemple, ont assuré la construction d'une centrale hydroélectrique pour l'électricité. Il y a aussi eu des pommiers qui ont été plantés pour que les gens produisent quelque chose, qu'ils puissent vendre quelque chose et avoir un peu de revenus. Et donc ça, c'est un énorme projet qui a cours depuis plusieurs années et qui va encore durer quelques années pour financer tout ça, parce que c'est un gros projet. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir marquant depuis que tu es au sein de l'association et des actions que tu as menées ? Eh ben, moi, quand je suis allée plusieurs fois au Népal, et alors des souvenirs, j'en ai énormément, mais donc la première fois, le chantier était dans un village où on a posé des fourneaux, et puis moi, du coup, j'ai plutôt fait des jeux avec les enfants, et des chants, des danses.
Et puis il y avait une petite fille qui était toujours près de moi. Une petite fille au Népal, en fait, les enfants, ils sont un peu laissés à eux-mêmes, je dirais entre 2-3 ans et 6-7 ans avant d'être autonomes. Elle était toujours près de moi, un petit peu mal habillée, pas trop bien lavée et tout. Et quand j'y suis retournée plusieurs années plus tard dans ce village, c'était devenu une très belle jeune fille. Et moi je l'ai reconnue, elle m'a reconnue et on a à nouveau pu être ensemble. Et c'était vraiment touchant de voir les enfants grandir et bien évoluer. Ça, c'était touchant. Et aussi les chants, les danses qu'ils peuvent faire, parce que quand on va les voir, pour eux, c'est une fête, ils nous accueillent et du coup, voilà, ils sont très chaleureux. Donc un très beau souvenir pour toi alors. De nombreux très beaux souvenirs, oui, parce que j'y ai passé beaucoup de temps et les gens là-bas sont vraiment hyper attachants. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Alexandra Antoine de l'association humanitaire Solimal qui contribue à empêcher la disparition du peuple tibétain en exil notamment. Vous pouvez retrouver toujours plus d'informations sur le compte Solimal France sur Facebook. Alors justement, Alexandra, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a d'autres associations en France qui œuvrent aussi pour le peuple tibétain ou vous êtes assez novateur aussi dans ce que vous faites en Solimal? Non, il y avait... Il y a une association qui s'appelait Aide à l'enfance tibétaine aussi. Et puis, il y a d'autres associations qui n'aident pas directement les Tibétains. Mais par exemple, près de chez moi, j'ai croisé des étudiants qui préparaient une banderole. Ils ont appelé leur association Himalaya Solaire. Et ils vont poser des panneaux solaires et des purificateurs d'eau dans le Ladakh. En fait, le Ladakh, c'est au nord de l'Inde et c'est contre le Tibet. Et il y a aussi des réfugiés tibétains au Ladakh et des gens, enfin, de toute façon, la population vit comme au Tibet. Donc, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour aider les Tibétains et les Népalais. Oui. Et Solimal, alors, c'est une association qui existe depuis 88 au service de la cause tibétaine et donc du coup des peuples de l'Himalaya. Qu'en penses-tu de l'évolution depuis 88 et de l'association maintenant en 2022 ? Alors, personnellement, en 88, j'étais pas dans l'association. Moi, j'y suis depuis une quinzaine d'années. Je trouve que l'association, elle a gardé un soutien continu. C'est important, notamment à travers les parrainages, parce qu'il faut voir qu'il y a eu quand même 10 ans de guerre maoïste. Donc, ils ont fini par faire tomber leur roi. Du coup, c'était quand même plus insécure, mais on a toujours continué à aider et on a gardé le contact là-bas. Par exemple, quand il y a eu le séisme, on a organisé des distributions de nourriture à Katmandou. On a des fonds d'urgence pour aider des familles qui se retrouvent subitement dans des difficultés. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les gens qu'on aide là-bas, c'est pas toute la population, c'est vraiment les gens très en difficulté. Et il y a dans Solimal aussi, c'est une association qui apporte son aide aux réfugiés tibétains et aux personnes aussi issues d'ethnies tibétaines. Est-ce que tu peux nous parler de ces ethnies ? Alors, les ethnies tibétaines, c'est des populations qui vivent au nord du Népal, dans les montagnes, comme les Gurung, les Tamangs, les Sherpas. Les Sherpas, c'est ceux qui sont renommés notamment comme porteurs dans la région de l'Everest. Donc, ces populations, elles ont une culture bouddhiste, en fait. Donc, dans les villages, par exemple, quand j'étais à Timuré, au chantier, ou quand j'y suis retournée après, il y a un lama, il y a des pujas, il y a ils font des mini stupas, c'est comme des petits tas de pierres autour desquels ils tournent pour prier, des choses comme ça. Mais sinon, le sud du Népal est plus de culture hindouiste. Donc, les bouddhistes, ils représentent à peu près un peu moins d'un quart de la population. Alors, on parlait d'évolution juste avant des actions au sein de l'association depuis 88, mais je m'adresse à toi vraiment personnellement. Est-ce que toi, depuis que tu fais partie de l'association, tu as vu des évolutions aussi au niveau de tes pensées, de tes modes d'action aussi, comment ça a évolué ? Le fait d'être allé là-bas, ça fait vraiment réfléchir. Par exemple, dans le chantier où j'étais la première fois, il y a des jeunes qui étaient là et on a acheté des peintures pour repeindre un monastère notamment. Et donc, il y a les jeunes Français qui peignaient le monastère et puis les Népalais qui tournaient autour et qui les regardaient un peu. Et moi, à un moment, ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit,
le but, ça doit pas être de faire non plus à la place des gens. Ils peuvent très bien peindre comme nous. Ce qui est bien, c'est qu'on vienne, qu'on apporte le matériel, le financement et qu'on impulse un élan. Mais je pense que l'important, c'est d'impliquer les populations locales. Mmh. Ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, c'est qu'il faut pas venir avec nos valeurs, nos représentations et nos objectifs d'occidentaux, parce que eux, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes besoins qu'on aurait nous. Et du coup, il faut vraiment être à l'écoute de ce que eux ils veulent et de ce que eux ils peuvent, ce qui peut être, ce qui est pour moi la base. Et je vois des fois des gens qui viennent en voulant plaquer leur truc sur un autre pays et un autre monde, et je trouve ça assez bizarre et beaucoup moins efficace. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie dans les masques tombes de Alexandra Antoine de l'association humanitaire Solimal aujourd'hui. Alors vous pouvez retrouver plus d'informations comme toujours sur le compte Facebook Solimal France. Alors un voyage qui va bientôt arriver au sein de l'association, c'est un voyage de parrainage qui se tiendra du 20 avril jusqu'au 4 mai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Donc c'est un voyage où on atterrit à Katmandou, on visite la vallée de Katmandou et puis après c'est prévu d'aller à Pokhara qui est près des Annapurna où il y a un lac, etc. Et donc on peut y aller avec plusieurs motivations. Pour les gens mais qui sont déjà en contact avec l'association et qui parrainent, c'est l'occasion d'aller voir leurs filleuls, parce que d'aller dans les écoles, dans les monastères où leurs filleuls se trouvent. Pour les gens qui connaissent pas le Népal et qui parrainent pas, c'est l'occasion de découvrir un pays, sa culture, des sites, des paysages, et d'aller justement à la rencontre au plus près des populations, dans les monastères, dans les écoles, et éventuellement d'avoir un coup de cœur pour choisir d'aider des enfants ou une structure. Et donc ce voyage se déroule du 20 avril au 4 mai. Vous pouvez avoir des infos sur la page Facebook, comme vous l'avez dit. Et on va finir sur ce beau voyage. Alors, merci beaucoup à toi, Alexandra, d'être venue nous partager ton expérience de l'association Solimal, dont tu fais partie. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Je remercie aussi Jean-Luc à la technique. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org